Écoutez-nous, écoutez-nous, nous disent les arbres. Écoutez-nous, écoutez-nous, nous disent les oiseaux. Écoutez-nous, écoutez-nous, nous disent les ruisseaux. Écoutez-nous, écoutez-nous, nous disent les abeilles. Écoutez-nous, écoutez-nous, nous dit la nature. Mais nous n'écoutons rien. Aussi, écoutez FNE 82 qui parle à la nature qui a besoin de nous et de nous qui avons besoin d'une nature. Tous les mercredis à 15h, rediffusion le vendredi à 19h sur Radio Asso. France Nature Environnement Tarn-et-Garonne a le plaisir de vous présenter une émission à l'écoute de la nature. Aujourd'hui, nous recevons l'association des malades de la thyroïde, présidée par Chantal Loire, dont le siège est à Bourrette, Tarn-et-Garonne. Boîte postale 1, 82 700 Bourrette. Bonjour Chantal Loire, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'association des malades de la thyroïde, que vous présidez depuis déjà un bon nombre d'années. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quelle occasion cette association a été créée ? Alors, je suis présidente fondatrice, mais heureusement, démocratiquement, il y a 2 autres présidentes. Cette association a été créée en 1999 sur des problèmes de poids et d'obésité. Et avec le temps, se sont posés des problèmes environnementaux. Et dans le village de Bourret, là où l'association est née, il est apparu qu'il y avait 4 jeunes de la même classe atteints d'un cancer thyroïdien. Donc on s'est penché sur une réflexion environnementale qui a mené de fil en aiguille sur la problématique du nucléaire, donc du passage de Tchernobyl sur la France. Oui, mais comment vous pouvez affirmer que ces cancers à Bourret sont liés au problème de Tchernobyl ? Alors, il faut savoir que les cancers ont des marqueurs et que là, il s'agit en l'occurrence de 4 cancers papillaires qui sont reconnus donc dans les cancers radioinduits. Alors, par contre, on ne peut pas dire que c'est Tchernobyl, on peut dire que c'est dû à la radioactivité. Bon, comme Golfech n'était pas encore monté, que ces jeunes n'ont pas connu les essais nucléaires sahariens, on ne voyait pas beaucoup de raisons explicative de radioactivité en dehors de Tchernobyl. Dans les conclusions des rapports annuels de la commission locale d'information de la centrale nucléaire de Golfech, il est précisé que les effets de radioactivité que l'on trouve ici dans la région sont principalement dus effectivement à Tchernobyl, mais également aux essais nucléaires qui ont eu lieu, aux essais nucléaires français qui ont eu lieu en Algérie. Oui, mais les essais nucléaires en Algérie n'ont pas laissé actuellement de l'iode. Et pour les problèmes thyroïdiens, c'est l'iode radioactif, en l'occurrence le 132-133, qui sont les plus agressifs et qu'on sait très bien qu'il y a eu des doses très importantes. On est toujours fixé sur l'est de la France, mais le fait d'avoir porté plainte a permis des perquisitions. Et ces perquisitions, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la centrale du Blayais, le 1er mai, a eu autant d'iode radioactif, puisqu'elle était équipée de filtres à charbon qui captaient la radioactivité. C'est spécifique, c'est très précis, ces filtres-là. Donc on a vu que le 1er mai, le Blayais avait autant de radioactivité que chose dans les Ardennes. Et donc, à partir de là, vous avez créé donc, cette association. Et quels sont les grands points forts de votre association ? Quels sont les éléments, les moments, les actions déterminantes ? Mais disons que c'était un très très long travail. On a d'abord porté la plainte en 2001 au tribunal de grande instance de Paris. Et on est monté à 680 plaintes. Plainte pour quoi, pardon ? Pour non-protection de la population. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'un réacteur qui se trouve à 2-3 000 km de nous, on a les chiffres qu'en fait ce réacteur, il a pollué toute l'Europe, jusqu'en Turquie, jusqu'au Pays de Galles. On a trouvé 10 000 becquerels, ce qui est énorme dans les thyroïdes des bovins au Pays de Galles. Donc, se pose quand même une sérieuse problématique pour notre santé. Alors justement,
la bande dessinée que vous avez produite il y a quelques jours de cela, qui se nomme Tchernobyl, le nuage sans fin. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous attendez de cette bande dessinée? Est-ce que c'est juste pour mémoire ou est-ce que vous en espérez davantage? Mais disons que la bande dessinée, on l'a faite parce que on a terminé à l'Europe par un non-lieu. Entre parenthèses, on a été jugé par 3 juges au lieu de 7. Donc c'était tout à fait antidémocratique. Et puis il faut bien savoir qu'on a touché quelque chose qui dérange profondément. Et on était un peu inconscient en lançant cette plainte. C'est qu'on est dans une économie toxique. En France, le nucléaire est on est le pays le plus nucléarisé du monde. Donc, on s'est rendu compte que tout était scellé, tout était manipulé. Et même les enquêtes épidémiologiques, c'est pas plus tard que ce matin, j'ai appris qu'elles étaient notamment du côté de Nancy, subventionnées par EDF. Donc, on se rend compte que c'est pas fiable au niveau chiffres. Par contre, c'est vrai que dire aux gens le nucléaire est dangereux est irréversible, parce qu'on a quand même une économie où, et c'est ça qu'on a voulu expliquer dans la bande dessinée, tous les déchets du monde presque viennent se déverser à La Hague, à Bure. Est-ce que c'est une bonne économie de miser sur quelque chose qu'il faut gérer pendant des milliers d'années? N'importe qui dirait non. Et j'ai vu, en fait, moi personnellement, j'étais pas anti-nucléaire et je le suis devenue suite à Fukushima. Mais comme la chancelière allemande, elle a eu le courage de dire stop. Si on peut pas maîtriser, on peut pas continuer. Et là, c'est vrai qu'en France, on sait qu'on est passé dans une explosion de vente d'hormones thyroïdiennes. Donc, comme vous me dites, qu'est-ce qui vous prouve que on ne prend pas des hormones thyroïdiennes par plaisir? Donc, quand en 1980, il y avait déjà eu des essais nucléaires, l'air de rien, il y avait un Français sur 50 qui était tributaire des hormones thyroïdiennes. En 2008, c'est les perquisitions menées par la juge au laboratoire Merckx. On tombe à 1 personne sur 10, voire 1 sur 8 selon les régions, qui est tributaire des hormones thyroïdiennes, qui est donc une hormone de survie, et qui est devenu le premier médicament en France vendu sous prescription. Alors j'ai lu dans votre bande dessinée, page 28, avec consternation, qu'il y a 15 ans de ça, donc 15 ans après Tchernobyl, puisque maintenant c'est le 30e anniversaire, il y a 15 ans de ça, un agriculteur que vous avez un ami, Pierre, bien dessiné, avec son béret, ramène des champignons, dont apparemment il les a trouvés à Bourrette. Dans une combe derrière, entre Bourret et Masgrenier, oui. Et ils sont toujours très, très, très radioactifs. Oui, ils ont été analysés par la CRIRAD. Et comment ça se fait qu'il y ait autant de radioactivité à Bourrette et est-ce pareil autour de Bourret? C'est-à-dire qu'André Paris, travaillant pour la CRIRAD, s'est déplacé et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est très simple. C'est les endroits où il a plu et dans les combes des bois, où la pluviométrie s'est accumulée par le relief différencié d'un sol plat, quoi. C'est-à-dire que la pluie a rabattu les particules du nuage. Voilà. Et cela a ruisselé dans les combes. Absolument. Dans les combes, d'accord. Et donc, on peut partir du principe que là où il n'y a pas de combes, les champignons sont comestibles. Je parle en tant que consommateur, bien sûr. Mais écoutez... et cueilleur. Apparemment, mon mari a vu un article, c'était dans Sciences et Avenir. Il y a encore une bonne contamination de césium malgré tout. Hein. Mais ouais. C'est-à-dire... c'est surtout le césium 137 qu'on retrouve maintenant. Dans la moitié de vie est à 30 ans, donc c'est encore un bon témoignage, je dirais, de passage du nuage de Tchernobyl. Par contre...
En surface, oui, vous parlez des combes Est-ce là. que vous pouvez nous Oui. dire en 2 mots ce qu'est une demi-vie? Une demi-vie, ça veut dire qu'en 30 ans, elle perd la moitié de la radioactivité. Par exemple, pour l'iode 131, c'est 9 jours à peu près. Donc après 9 jours, elle perd la moitié de sa radioactivité. Pour le césium 137, c'est 30 ans. Voilà. Donc pour le plutonium, c'est plusieurs centaines de milliers d'années, par exemple. Oui, donc la Voilà. demi-vie ne fait pas grande différence Oui, oui, d'accord. dans une vie humaine. Mais pour revenir à des champignons, là, en fait, pour le moment, tout est, disons qu'en surface est lavé. Donc les animaux qui broutent l'herbe, par exemple, il y aura moins de problèmes de reprendre la radioactivité. Mais bon, comme avec l'eau, l'infiltration, les césiums se trouvent un peu plus bas, et donc c'est encore peut-être les sangliers, ceux qui fouinent et qui mangent les racines. De l'autre côté aussi, les champignons sont très friands apparemment de la radioactivité, Oui, des césium. les mousses et les Oui. champignons stockent Voilà. beaucoup de radioactivité. Bon, on a vu bien sûr qu'il y a 30 ans de cela, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. C'est bien connu. Ça fait maintenant rigoler tout le monde. Mais à l'époque, je me souviens pas du jour de Tchernobyl, car j'ai dû travailler comme d'habitude sans qu'il y ait aucune information particulière qui m'ait marqué, ni le lendemain, ni le surlendemain, ni le 1er mai, c'est-à-dire 5 jours plus tard. Ce n'est que quelques temps après, et surtout longtemps après, que s'est posée la question de savoir où était vraiment passé ce nuage. Donc vous en parlez dans votre ouvrage, dans votre bande dessinée, page 45-46, et vous faites une photo entre l'état officiel du passage du nuage et les réalités c'est quoi ces petites zones jaunes dans votre livre? C'est les taches léopards, c'est la carte de la CRIRAT avec le géologue André Paris qui a fait courageusement tous les prélèvements. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la CRIRAT? La CRIRAT, c'est une commission qui s'est faite après Tchernobyl de scientifiques qui ont une commission indépendante pour pouvoir avoir les réelles mesures de radioactivité. C'est devenu un laboratoire. Ils vont fêter leurs 30 ans aussi bientôt. Le citoyen a droit de savoir les doses exactes de radioactivité. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de communes qui se réfèrent à la CRIRAT pour avoir les vrais chiffres, quoi. À Tchernobyl, j'ai été surpris de constater dans votre bande dessinée qu'il semblerait que, c'est du moins vous qui l'affirmez, enfin votre groupe qui l'affirmait. C'est pas nous, c'est scientifiquement. Que ça serait un problème, avant tout un problème humain et qui aurait causé l'accident de Tchernobyl. Oui. C'est-à-dire à Tchernobyl, normalement, ils devaient faire des essais en diminuant, je dirais, la puissance du réacteur. Et ils avaient prévu finalement de l'arrêter pour faire des essais. Seulement, il manquait de l'électricité, ils ont dû le relancer. Les équipes qui étaient, donc, ils travaillent en équipe à 24 heures évidemment. Les équipes suivantes, ils ont dû reprendre et finalement, les ingénieurs principaux s'étaient allés se coucher parce qu'ils étaient fatigués. Et finalement, à un moment donné, elle dit voilà, l'électricité, on l'a eu, maintenant on peut continuer les essais donc doucement de l'arrêt du réacteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu aller plus vite et ils ont perdu le contrôle sur le réacteur. Le réacteur, il s'est empoisonné par du xénon, c'est-à-dire la radioactivité, il faut le maintenir pour chauffer l'eau. Et si on diminue à un moment donné, il s'empoisonne. C'est un peu bizarre de le parler comme ça, mais la réaction commence à s'arrêter. Et ça, il ne voulait pas. Il voulait arriver le plus loin possible dans la diminution de la puissance. Et seulement, il coupe l'eau. Il coupe l'eau pour les turbines. Et tout à coup, ils n'ont plus de contrôle. Et la réaction
s'est remis en route et après, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, quand l'eau chauffe de trop, l'hydrogène, l'oxygène se défond. C'est-à-dire, oui, c'est comme c'est un hydrolyse en fait. Alors ça crée, une fois que c'est refroidi, ça crée donc l'hydrogène, l'oxygène veulent se réunir à nouveau, ça crée de petites explosions. À un moment donné, on n'arrive plus à contrôler, tout est défait et la réaction en chaîne prend de l'ampleur et trop tard, tout éclate. Oui, mais... et explose le graphite et tout le bazar, tout est volé en l'air dans l'atmosphère. Voilà. Oui, mais nous, en France, on a une technologie qui est beaucoup plus sûre que celle que employée à Tchernobyl. Vous dites ça. Moi, je viens de lire il y a bien avant Trimagène et Tchernobyl, j'ai lu dans un livre scientifique que les ingénieurs qui l'avaient fait, ils se demandaient, qu'ils espéraient que l'EPR, donc les réacteurs de maintenant, ils espéraient qu'ils seraient aussi fiables que le graphite gaz de Tchernobyl. Donc, c'est pas moi, je ne vais pas l'inventer, je peux vous montrer. Vous n'êtes pas rassurant. Voilà, je dis pas rien. Je suis désolé. La plupart des gens avec qui on peut être amené à discuter, nous notamment France Nature Environnement Tarn-et-Garonne, nous disent oui c'est bien de s'opposer au nucléaire, mais on ne va pas quand même revenir à la bougie. Donc les conséquences de Tchernobyl, si on allait au fond de la logique, ça serait de dire on réduit ou on arrête le nucléaire. Mais comment on fait? Si les Allemands ont pu le faire, les Japonais, troisième puissance mondiale, arrêtaient tout. Je pense qu'il y a une volonté économique de faire autrement. Il faut bien se dire que si on ne prend pas de grandes décisions actuellement, il faut savoir que le nucléaire coûte déjà très cher, sans accident. Nos réacteurs deviennent de plus en plus vieux. Et si on ne décide pas de les fermer, on a un accident imminent. C'est les Belges qui le disent, c'est les Suisses qui le disent, notamment au travers de Fessenheim, de choses, parce qu'ils sont voisins, ils voient bien comment ça se passe, ça ne s'arrête pas aux frontières. Et il faut une volonté vraiment politique, économique, ça peut créer de l'emploi d'ailleurs, de faire autrement. C'est tout à fait possible. Vous présentez cette bande dessinée prochainement à la librairie de Montèche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le jour Donc c'est le samedi 5 mai à 10h. Vous pouvez trouver ce livre à la librairie de Montèche et on espère que vous serez nombreux à le soutenir. Comment s'appelle ce livre? Alors le livre s'appelle Tchernobyl, le nuage sans fin. Et puis ce qui est très important à dire, qu'on a oublié de dire, c'est qu'en fait, c'est toute l'instruction, pièce par pièce, que vous pouvez retrouver, page par page, qui sera sur un site internet où chaque donnée sera vérifiable. Parce qu'il y a eu non seulement l'explosion, il y a eu la contamination, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave dont vous ne m'avez pas questionné. C'est que la France, quand il y a eu Tchernobyl, M. Madelin a exigé la séparation juridique de l'Europe, des recommandations européennes, et de la France. Donc nous, on est passé sur des recommandations qui étaient de 600 becquerels par kilo de viande à ce qu'on a appelé la limite annuelle d'admission, qui était le LAI, et on a accepté 100 000, voire 300 000 becquerels par litre de lait ou kilo de viande. Et on a toutes les preuves au travers de l'instruction, et là je pense à nos agriculteurs, de foie gras venu de l'Est, de viande de renne venue de l'Est, qui était quand même contaminée et qui était complètement admissible en France, vu qu'on avait changé les donnes. Et il y a plus grave que ça. Le secret d'instruction, qui n'est plus secret, nous fait voir qu'en cas d'accident, en France, il n'y a plus de normes. C'est marqué noir sur blanc. Donc il n'y a plus de normes appliquées, puisque c'est impossible de le tenir.
j'espère Et que le ça fera PPI, réfléchir. donc maintenant, il est reporté à 20 km de plus dans la Voilà. ronde, par exemple autour de, de Golfech. Avant, c'était 30 km dans cette conférence autour de Golfech. Maintenant, c'est 50. C'est les gendarmes qui me l'ont dit hier. Donc je reviens sur la présentation de la bande dessinée. Donc vous présentez votre bande dessinée dans quelle librairie à Montèche? Comment elle se nomme? Moi, j'ai marqué En face, à la feuillade, là. Dom Presse. À la feuillade, oui, À la Dom Presse, Feuillade. voilà. Donc c'est la librairie Dom Presse au quartier de la Feuillade à Montèche. À Montèche, oui, C'est en le- face de la pharmacie. Ah, Oui, là, c'est le près samedi. de l'église, oui. Samedi Samedi, 5 mai 5 mai. à 10h. Oui, Avec dédicace. dédicace, oui. On Plus- était 4 dessus, c'est une histoire extraordinaire parce qu'on ne pensait pas réussir. On a un dessinateur qui est plutôt du genre illustrateur, bouddhiste, très calme. Et c'est vrai que quand on a fait cette bande dessinée, il voulait toujours voir les preuves de ce qu'on disait parce qu'il disait c'est pas possible, vous me racontez des histoires. Et puis quand il voyait les preuves, finalement, Il s'est mis, oui. il s'est carrément mis dans le coup. Il s'appelle Marquin Grand. Marc Ingrand. Il s'appelait appelé nom d'artiste Ming. Ming, Je le voilà. dis à sa place parce qu'il ne se montre pas trop. Voilà. Était. Était. Voilà. Et c'est vrai qu'on a eu un archiviste extraordinaire parce que l'instruction, c'est des milliers de pages, on ne peut pas se rendre compte. Donc, il a fouillé tout ça et avec Marcel Loire qui est un bon humoriste. Bon, il faut un peu rire aussi. Hein. C'est assez triste comme ça. Oui. C'est surtout pour que... Mais enfin, le livre, c'est surtout didactique. Hein. C'est pour montrer quand même aux adolescents, à la jeunesse, et pour nous autres aussi, comment la démocratie par rapport à cette histoire-là s'est développée en France et qui seront armés pour, si jamais il y a encore un truc comme ça qui apparaît, comment il faut réagir. Je me souviens d'avoir entendu parler qu'il y avait un lien entre votre association et les enfants de Tchernobyl. Oui, absolument, on se soutient. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette association, les enfants de Tchernobyl, et du lien que vous avez avec? C'est un lien tout simple. On a fait une conférence à Mulhouse à l'époque, à l'hôpital de Mulhouse. On a connu Thierry Meyer qui nous a expliqué sa quête et c'est vrai que c'était quelque chose de beau de s'intéresser comme ça à des enfants qui étaient en zone contaminée et qu'il fallait par un séjour décontaminer au niveau du césium en leur donnant une nourriture saine pendant les vacances d'été pour qu'ils aient... parce qu'il faut bien comprendre, le césium va dans l'organisme. Donc, le gosse, on sait qu'il peut avoir, comme un champignon, 2000 becquerels au kilo dans sa chair. Donc, il faut essayer qu'il ait le moins de radioactivité, parce qu'ils savent très bien que cette radioactivité se fixe dans des organes comme le cœur, avec des grosses problématiques au niveau santé, quoi. Donc, les bienfaits ont été prouvés, et là encore, on a des liens assez étroits, avec les enfants belarusses aussi, d'ailleurs. Et 30 ans plus tard, ces enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais, vous savez, il y a un scientifique qui nous a bien éclairé ces derniers temps, et on est de plus en plus soutenu par des scientifiques de haute pointure. Déjà, on ne s'attendait pas à voir Jacques Testard, qui est quand même le père du premier bébé éprouvette, et qui fait partie de Sciences Citoyennes. C'est une association très importante au niveau des scientifiques. Et on a eu Alain Dubois, qui est un élève de Jean Rostand, qui nous a soutenus et qui nous a éveillés au rôle génétique de cette radioactivité sur les générations futures. Et c'est exactement ce qu'on voit. C'est que des parents qui se sont battus contre un cancer thyroïdien ou autre, parce qu'il n'y a pas que la thyroïde, eh bien, malheureusement, les enfants présentent une fragilité génétique après, à surveiller. Ce livre, cette bande dessinée, nous a, à nous, France Nature Environnement, interpellés un petit peu, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous avons décidé d'acquérir des compteurs, je ne sais pas comment on les appelle, compteurs Geyser, je crois, un truc Oui. comme ça,
Est-ce que vous connaissez bien ce genre de fonctionnement de compteur? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Et nous disons donc que pour acheter ces appareils, nous avons besoin un peu de sous. Et que donc s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent bien envoyer une souscription à France Nature Environnement 82, dont je rappelle l'adresse, donc uniquement par chèque, 211 rue de l'Abbaye, 82 000 Montauban, dont nous serons heureux de les compter parmi nous pour l'utilisation future de ces appareils. Et donc nous avons ressenti l'intérêt de se fournir de ces appareils suite au fait que apparemment il existe encore en Tarn-et-Garonne, et peut-être pour longtemps, des zones qui devraient être signalées. Et comme personne ne le fait, peut-être que c'est à nous, par le biais de ces compteurs, de le faire. Nous revenons toujours à notre exemple de Bourret, mais Bourret ne doit pas être unique en Tarn-et-Garonne. Alors comment utilise-t-on un compteur geyser? C'est comme ça qu'on les appelle? Il y a 3 zones en fait qui ont été marquées par André Paris-Lacrérade. C'est la Française, la Vitte et derrière Bourret. Donc ça a dû être des zones de combe et de pluviométrie. Par contre, un compteur geyser, vous avez tout à fait raison. Parce que maintenant, il y aurait encore un accident en France, on ne serait pas au courant. Vous savez, le 1er mai, je sais très bien où j'étais, ce qui s'est passé. J'essayais de semer mes carottes, il pleuvait. Et j'avais chez moi les pompiers de Montauban qui mangeaient à table. Et j'ai dit, putain... À votre restaurant? À notre restaurant. Et c'est comme ça que j'ai su que la caserne des pompiers de Montauban, c'est d'ailleurs dans la BD, a hurlé pendant 3 jours au passage du nuage. Et après, ils ont fait un reportage sur FR3, ils l'ont reconnu. Maintenant, il y aura un accident, personne ne sait plus rien. Les compteurs sont scellés, ils font plus de bruit, et ils partent de suite au niveau information au Vésinet. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au Vésinet? Ben, c'est plus SCP, je pense qu'on l'appelle l'IRSN actuellement, non? Que veut dire IRSN? Institut radioprotection et de sûreté nucléaire. Sûreté nucléaire. Merci Chantal Loire et Marcel Loire d'être venus nous rendre visite et de nous avoir permis de mieux comprendre les conséquences de ce malheureux événement que le 30e anniversaire de Tchernobyl. Je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir prochainement, puisque France Nature Environnement Tarn-et-Garonne a mis en place une série d'émissions sur Radio Asso qui seront donc régulières et diffusées le mercredi à 15h, chaque mercredi à 15h, et rediffusées le vendredi à 19h. Merci bien à vous d'être venus et au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Vous pouvez joindre ou rejoindre France Nature Environnement 82 au numéro de téléphone 05 63 63 19 22. Écoutez-nous, nous disent les arbres. Écoutez-nous, nous disent les oiseaux. Écoutez-nous, nous disent les ruisseaux. Écoutez-nous, nous disent les abeilles. Écoutez-nous, nous dit la nature. Mais nous n'écoutons rien. Aussi, écoutez FN 82 qui parle à la nature qui a besoin de nous et de nous qui avons besoin d'une nature. Tous les mercredis à 15h, rediffusion le vendredi à 19h sur Radio Asso.